Alors, je suis Christophe Marion, je suis le délégué général du Comité des travaux historiques et scientifiques, qui est un institut rattaché à l'École nationale des chartes, qui a été créé en 1834. Et le CTHS a été créé avec pour ambition d'être la tête de réseau des sociétés savantes. C'est-à-dire que l'une de ses raisons d'être, c'est de mobiliser les sociétés savantes autour de projets communs, de projets collaboratifs, et de les aider dans les problématiques à la fois scientifiques, mais aussi pratiques qu'elles peuvent rencontrer tout au long de leurs activités. Alors en fait, ça fait 2 siècles qu'on essaie de définir précisément ce qu'est une société savante. Moi, je suis partisan de prendre une définition large. Une société savante, c'est un regroupement de gens qui font de la recherche ou qui diffusent de la recherche auprès d'un public, éventuellement d'un public le plus large possible. Donc cette définition permet finalement d'intégrer à ce terme de société savante des académies de province qui peuvent être nées au XVIIIe siècle par exemple, mais aussi des associations plus récentes qui se sont constituées autour d'un monument, autour d'un château, autour d'une église. Et vous avez aujourd'hui énormément de sociétés, vous avez une grande typologie de sociétés savantes qui regroupe à peu près toutes les disciplines, mais vous avez des sociétés savantes dans le domaine médical, par exemple, qui sont beaucoup plus des corporations professionnelles d'une certaine manière. Vous avez des sociétés savantes académiques qui ne sont pas vraiment ouvertes aux amateurs, mais qui sont plutôt des regroupements d'universitaires. Donc vous avez une très grande différenciation autour d'un thème générique qui regroupe beaucoup de réalités. Alors vous avez une grande diversité de sociétés savantes, vous avez des grosses sociétés savantes qui fonctionnent très bien, autour de Bordeaux par exemple, et puis vous en avez un certain nombre sur le territoire. Nous avons organisé en 2017 le congrès du CTHS à Pau, et nous avons eu le plaisir de découvrir beaucoup de petites sociétés savantes à Pau, des petites et des grandes d'ailleurs, qui montrent bien le maillage territorial extrêmement fort. En région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans d'autres régions en France, parfois ces sociétés savantes sont finalement les derniers, j'allais dire d'une certaine manière, services publics d'éducation, de culture, alors même que la bibliothèque a pu disparaître, alors même que l'école aussi a fermé faute d'enfants. Donc c'est un maillage territorial extrêmement important, extrêmement fort. Alors la Fédération des sociétés savantes des Vosges, qui regroupe un peu plus d'une vingtaine de sociétés savantes, s'est impliquée dans un projet qu'elle a découvert d'ailleurs à l'occasion d'une journée d'études que le CTHS avait organisée. À l'occasion de cette journée d'études, la fédération a rencontré le créateur d'une application smartphone qui s'appelle Wikisto. Et Wikisto permet de créer des balades géolocalisées et notamment de construire des itinéraires historiques géolocalisés. La Société archéologique et historique du 15e arrondissement avait déjà produit et construit un itinéraire de visite du 15e arrondissement avec cette application, et la Fédération des sociétés savantes des Vosges a décidé eh bien, de se lancer dans l'aventure en y associant l'ensemble des sociétés savantes du département de manière à construire des itinéraires à la fois historiques, scientifiques, touristiques, qui permettent finalement, quand on est un touriste, eh bien, de découvrir le département des Vosges et de découvrir, j'allais dire, à la fois l'histoire du département, la géographie, la géologie, avec des informations, des vidéos, des photographies anciennes, mais dont on sait qu'elles sont de qualité parce qu'elles ont été apportées, construites par les sociétés savantes. Et finalement, la fédération a pu approcher les acteurs publics du territoire, office du tourisme, élus, communautés de communes, départements, en arrivant non pas dans une posture d'institution demandant des subventions, mais plutôt dans la posture d'une institution qui a un projet de développement touristique du territoire et pour lequel eh bien, elle recherche des partenariats. Je crois que c'est une meilleure manière d'aborder les élus aujourd'hui que d'arriver dans cette posture-là.
le CTHS organise depuis les années 1860 un congrès annuel. Le dernier congrès s'est déroulé à Paris autour de la thématique de la transmission des savoirs. Et le prochain congrès se déroulera à Marseille du 9 au 11 mai 2019 au MUSEM, à la Vieille Charité et au Musée d'Histoire de la ville de Marseille autour de la thématique le réel et le virtuel. La particularité du congrès du CTHS, elle est à la fois dans sa dynamique pluridisciplinaire. On a des historiens, des géographes, des sociologues, des anthropologues qui participent, et aussi dans le public des communicants. Nous avons un tiers d'universitaires, de scientifiques, membres d'institutions de recherche françaises, un tiers de jeunes chercheurs, doctorants ou jeunes docteurs, et un tiers d'érudits locaux, c'est-à-dire de chercheurs non professionnels. Et la richesse de ce congrès, justement, c'est né de la rencontre entre ces différents publics, notamment chercheurs professionnels, chercheurs non professionnels. Et le congrès du CTHS, c'est un des rares endroits où nous avons cette rencontre qui se crée depuis 1860. Le congrès de Marseille sera le 144e congrès. Nous avons organisé en 2017 une journée d'études consacrée à la révolution numérique, parce que beaucoup de ces sociétés savantes sont assez démunies face aux enjeux du numérique, face à l'utilisation des nouveaux outils, Twitter, Facebook, etc., etc. Donc nous les avons accompagnés. Nous avions d'ailleurs commandé à un spécialiste des réseaux sociaux un guide consacré aux sociétés savantes qui souhaitent développer leur présence sur les réseaux numériques. Un guide pas à pas, hein, c'est-à-dire qu'on expliquait très concrètement sur quel bouton il fallait appuyer pour créer son compte et ensuite l'animer. Et puis surtout, leur expliquer que finalement, on ne donne pas la même information sur un réseau social comme Facebook et Twitter que l'information qu'on donne en assemblée générale de l'association, que l'information qu'on donne dans le bulletin, voire même sur le site Internet. Mais aujourd'hui, et je pense notamment au musée Jeanne d'Albret de Pau, qui avait développé une activité sur Facebook extrêmement intéressante, qui reposait notamment sur des rendez-vous réguliers, avec des notes d'humour extrêmement fréquentes. Et finalement, le musée Jeanne d'Albret avait réussi à fidéliser un public sur ces réseaux sociaux, et un public que le musée retrouvait ensuite dans les salles du musée en l'occurrence. Donc je crois que c'est véritablement ça qu'il faut expliquer aujourd'hui aux sociétés savantes. Vous devez être présent sur les réseaux sociaux, notamment si vous avez envie de diversifier votre public, mais vous ne pouvez pas y être n'importe comment. Vous avez une vraie politique éditoriale à créer, et en y mettant des informations qui sont capables de séduire un public plus jeune, qui est beaucoup plus, qui connaît davantage le fonctionnement de ces réseaux sociaux.